Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, journée plutôt bear et c'est ce que plus ou moins j'avais dit. J'avais dit attention à mercredi. Ça va être une journée un peu particulière avec probablement pas mal de volatilité puisque aujourd'hui on a pas mal de news qui font que le prix baisse et je vais vous l'expliquer tout de suite. Ensuite, on ira faire une petite analyse du côté de CSPR et VET contre ETH, la paire VET-ETH. Puisque ça m'a été demandé par les abonnés. Et puis, bien sûr, on fera comme d'habitude du fondamental, de la technique et du sentiment sur Bitcoin. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour vous dire, pour dire à ceux dont ce type de contenu peut plaire, de ne surtout pas hésiter à s'abonner, ne pas oublier de le faire et bien entendu mettre un petit like, un commentaire, ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir, surtout si les contenus vous plaisent. C'est beaucoup de travail de préparer ces vidéos, donc n'hésitez surtout pas. Ici, je vous ai dessiné un bull flag, la figure bleue qui est là, qui pourrait bien être la figure dans laquelle on est pour le moment. En tout cas, pour l'instant, ça tient, c'est ce qui est validé. J'en avais déjà parlé hier en disant si jamais on vient corriger ici à ces niveaux-là et venir chasser les stops là-dessous, on pourrait dessiner un bull flag. C'est plus ou moins pour l'instant la figure qui tient. Pour l'instant, moi, j'ai que 3 touches, donc elle n'est pas totalement validée. Si jamais ce soir on clôture au-dessus des 44 500, c'est-à-dire que ça, c'est juste une mèche, alors, ça sera considéré comme une déviation. Donc ce soir à 2h du matin, bien surveiller ici qu'on tienne éventuellement ce niveau-là. Ça serait un signal plutôt bullish. Ici, je vous ai dessiné une correction en A, B, C. Vous voyez, c'est celle qui est jaune là, en 3 phases selon Elliott. Et quels sont les objectifs de ce type de correction en 3 phases en zigzag? On est sur, en général, 100% ou 161,8. Le plus souvent, 161,8 quand même. Donc, ça veut dire que l'objectif privilégié ici, ça serait les 41 000 $, la deuxième bande jaune que vous voyez ici. Mais on peut très bien faire une AB égale CD, correction plutôt bullish, qui est quasiment en flat, en fait, au 43 500. Donc, voilà pour les objectifs de cette baisse. Pour moi, il y a une poche de liquidité à prendre ici, donc ce sera à prendre en compte, et ça, je l'ai expliqué dans plusieurs de mes dernières vidéos. Néanmoins, on n'est pas réellement obligé d'aller chercher ici les 41. Tout dépendra un petit peu de comment se passe un petit peu la journée sur les marchés. On va aller voir justement ce qui se passe sur les marchés et je vais vous expliquer ce qui se passe dans l'ensemble. Dans l'ensemble, si jamais on revient ici sur le meeting, le calendrier des meetings de la Fed, on voit que mars. Aujourd'hui, donc, press conference, mars 15, voilà, tata. Alors, donc, aujourd'hui, 6 avril, donc là, en fait, le calendrier est pas... Ah bah oui, puisque je suis sur 2020, c'est pour ça. Donc, je vous le montrerai après, le 2022, sauf si je l'ai là en haut. Oui, je l'ai là en haut, voilà. Donc, ici, mars, la presse conférence, etc. En fait, là, il nous manque ici la publication des minutes, mais globalement, c'est aujourd'hui, c'est le 6 avril que seront publiées les minutes de la Fed d'ici 2 heures. Donc, du coup, les marchés ont un peu les fesses qui font bravo. Et pourquoi ça? Pourquoi ils ont les fesses qui font bravo? Parce que tout simplement, la dernière fois que les minutes de la Fed ont été réalisées, eh bien, c'était le 16 février, mais bon, là, on n'avait pas énormément. L'avant-dernière fois que les minutes de la Fed ont été réalisées, c'était le 5 janvier. Et qu'est-ce que nous avait dit ces minutes? Elle nous avait dit tout simplement que pendant la réunion qui avait lieu le 14 et 15 décembre, beaucoup de gens avaient discuté de remonter les taux plus vite que prévu. C'est-à-dire que ce qui nous avait été annoncé en conférence de presse ici le 14 et 15, la conférence de presse du 15, a été on remontera les taux plus ou moins en juin, on verra, c'est bon, c'est cool, vous inquiétez pas, ça va le faire. Et en fait, quand on a eu les minutes, en fait, c'est la transcription écrite de tout ce qui s'est dit pendant la réunion. Et ben, quand on a eu les minutes, on s'est rendu compte qu'ils avaient fortement envisagé le fait de remonter les taux plus rapidement que prévu. Ici, hier, on a eu une annonce également, une assez forte annonce par le chairman de la Fed, qui nous a dit qu'ils allaient aussi, comment dire, réduire la balance de la Fed, réduire le bilan de la Fed. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, à partir de là, avoir, et là vous voyez donc la publication des minutes, ça veut dire tout simplement, on avait acheté des assets, puisque les nouvelles maintenant politiques économiques consistent à non seulement avoir des taux très bas, mais aussi acheter des actions et obligations sur son propre sol, de ses propres, soutenir l'investissement dans son pays, mais directement, en imprimant bien entendu de l'argent qu'on va ensuite placer sur les marchés. Et ensuite, petit à petit, la Fed va revendre un petit peu de ses assets. Et là, on nous a dit hier, ça a été annoncé hier, que la Fed allait réduire sa balance, excusez-moi, plutôt que prévu. Donc du coup, ça, c'est une deuxième nouvelle. Je pense que du coup, c'est quelque chose qui doit être dans les minutes, quelque part. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a commencé à corriger hier.
je sais plus qui c'est qui avait parlé de ça. Bon, je crois que c'est le chairman de la Fed. Je sais plus exactement le nom de cette personne, mais bref, là, le gouverneur de la Banque fédérale US, qui mardi, donc hier, Lael Brainard, qui a dit que ils allaient réduire la taille de leur bilan à un rythme très rapide. Donc ça, évidemment, les assets à risque n'aiment pas trop. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah, il n'y aura plus d'argent gratuit. Maintenant, voilà, on va se calmer un petit peu sur tout ce qui est impression monétaire. Et donc, du coup, les marchés n'aiment pas trop. Et en général, les marchés, on va dire, les plus risqués, les portefeuilles dynamiques, donc les actions un peu technologiques, etc., ce genre de choses, n'aiment pas trop ce genre de narration. Donc, on voit ici aujourd'hui que Nasdaq a ouvert, je crois, assez fortement en baisse. On va regarder en 4 heures pour avoir un petit peu plus d'informations, voire en 2 heures. Ici, vous voyez qu'on a eu 6 heures de baisse sur la journée d'aujourd'hui, puisque là, on est le 6. Alors, hop, pardon, excusez-moi. On a eu 4 heures ici de hausse sur le Nasdaq, autant pour moi, 4 heures de hausse. Et sur le US Tech 100, vous voyez qu'on est en train de littéralement bien dévisser. Là, on a un joli M-top. Plus on dévisse. Qu'est-ce que c'est que le US Tech 100? C'est le Nasdaq 100, les 100 plus grosses actions technologiques américaines. Qu'est-ce qu'on va probablement venir chercher ici? Ben, dans un premier temps, forcément, le premier arrêt de toute cette hausse-là, tac, ici, c'est-à-dire un petit peu la zone blanche que je vous ai notée ici. Qu'est-ce que ça veut dire foncièrement? Ça veut dire que concrètement, les marchés sont ici en train d'anticiper des minutes de la Fed dans laquelle la news sera mauvaise. Est-ce que ça veut dire que quand il y aura vraiment publication à 20h, ça va remonter? Sincèrement, c'est bien possible. C'est des choses qui arrivent assez souvent. C'est-à-dire que les marchés ont peur, 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 etc. Et finalement, quand la vraie news sort, quand effectivement à 20h, on aura les minutes et que la vraie news va sortir, à ce moment-là, les marchés finalement vont se retourner dans l'autre sens. Donc on liquide très fort sur une rumeur et puis ensuite on remonte sur la news. C'est des choses qui se passent assez rapidement. Le SP500, vous le voyez ici, qui est aussi un petit peu en correction. Hop, excusez-moi une petite seconde. Hop, excusez-moi, donc c'était mon fiston qui voulait qu'on décide de l'emplacement de sa cabane. Donc du coup, voilà, on a fait le tour un petit peu sur les narrations autour de la Fed aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a une journée très volatile aujourd'hui. J'ai préféré faire la vidéo un petit peu en avance pour vous expliquer un petit peu les mécanismes autour de ça. Donc du coup, sur Bitcoin, correction assez importante aujourd'hui. Là, vous voyez qu'on revient un petit peu vraiment au contact de ce potentiel support, même si ça n'en est pas, ça n'en est pas un, puisque pour l'instant, on n'a que 2 touches, donc on atteindra vraiment une 3e touche et un rebond pour le valider comme un support. Voilà, on ne sera pas pour autant pile poil comment dire, au 100%. Donc peut-être qu'on pourrait faire une petite déviation là en dessous. Ce qui serait vraiment bien, ça serait de reclôturer, donc faire cette déviation comme une mèche en fait, et puis reclôturer ce soir au-dessus des 44 500. Ça mettrait vraiment pas mal de grains à moudre pour les bulls. Quelle est la target d'un bull flag? Eh ben, tout simplement, vous prenez le mât en entier, donc tout ce qui a, on va dire, toute cette augmentation qui a mené ensuite à cette consolidation, c'est-à-dire que là, on exclut les gros mouvements qu'il y a eu avant, et vous le reportez tout simplement au point de cassure. Imaginons qu'on casse à peu près par ici. Du coup, ça nous donne une target vraiment, vraiment très, très haute, autour des 57 400 dollars. Target qui correspond plutôt bien. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais j'avais mis ici cette target aussi qui correspondait à une autre figure qui, elle, avait déjà cassé pour le moment. Pour le moment, vous comprenez que cette figure n'est pas validée et qu'elle n'a pas encore cassé. Je vous donne un signal avant pour vous dire, regardez, surveillez bien ces 2 droites-là. Si jamais on casse en dessous ici de cette barre jaune ou cette droite bleue, on ira potentiellement plutôt visiter les 41. Si jamais on casse comment dire, au-dessus de cette barre bleue, celle du haut, là, on ira potentiellement plutôt aller refaire un nouveau mât pour aller aux 57 000. 57 000 zones très dangereuses, j'en parle aussi depuis quelques temps, puisque c'est la zone dans laquelle tous les institutionnels vont recharger. Comment on identifie une telle zone? Si jamais on considère qu'on a fait un bottom ici et qu'on revient sur la totalité de ce mouvement, là l'élément c'est pas bien mis, mais voilà, ici, voilà, eh bien vous aurez une zone potentielle de rechargement de short. Voilà. Alors, je sais pas, je vais vraiment bien vous la poser parce que je pense que je l'avais bien fait la première fois.
Voilà, c'est l'élément de TradingView qui est un petit peu difficile. Donc voilà, zone de rechargement de short qui sera ici entre les 0,618 et les 0,786. C'est-à-dire que le rebond, le retracement vers le haut suite à une baisse évidente, en général, vient se garer là. Donc si là on se retourne, ça veut dire qu'on a fait un M-top et que derrière, on ira faire de nouveaux plus bas très certainement. Très souvent, vous allez voir aussi que ce sont des zones qui sont à surveiller. Par exemple, si jamais je prends ici exactement le même, on va prendre bien le plus bas, voilà. Ici, donc sur toute la descente qu'on avait eue en mai, de mai à avril, si jamais je vous gare la même zone, on va faire avec on va faire un rectangle tout simple. Si jamais je vous fais la même zone, vous voyez qu'ici, on a d'abord retracé, donc on est rentré dans cette zone, on a retracé fortement, donc là, ça laissait penser qu'on allait faire un nouveau plus bas, et pourtant, ici, le prix s'est retourné pour re-short squeezer tous ceux qui étaient venus ici shorter le fait qu'ils étaient sûrs qu'on allait faire un nouveau plus bas. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué, parfois, vous avez des scénarios qui, normalement, devraient se mettre en place, et que, en fait, ça n'est pas le cas. Donc on pourrait aussi très bien ici relatéraliser, redescendre un petit peu, revenir par exemple jouer avec une trendline précédente ou un support précédent et à partir de là repartir. En tout cas ici prendre des profits n'est vraiment pas une connerie. Donc du coup voilà, aujourd'hui dans les news un petit peu bullish, outre que cette hausse des taux de la Fed, etc. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça monte encore un petit peu d'un cran en Ukraine, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas sur le fondamental autour des marchés aujourd'hui. Néanmoins, vous comprenez qu'aujourd'hui, on a aussi Terra qui a encore acheté hier soir, je crois, pour plus de 200 millions. Donc Terra Luna qui essaye petit à petit de backer le Luna sur du Bitcoin, hein, en fait, de faire des très gros achats de Bitcoin, achats qui se passent au spot en général, donc ça pousse bien le prix vers le haut. Ce ne sont pas des achats qui sont over the counter, qui sont OTC, c'est-à-dire de gré à gré en dehors des exchanges, donc qui n'ont pas d'action de hausse sur le prix. Ici, Terra vient d'acheter 35 000, 36 000 bientôt BTC. Et là, je vous ai trouvé l'adresse du coup, donc si vous voulez la copier ou aller voir ici dans BitInfoChart, vous trouvez l'adresse, elle est identifiée comme wallet Luna LFG, c'est-à-dire la fondation Luna. Donc voilà, on a fait ici la plupart des news, principalement sur les marchés. Je vous ai parlé de la hausse des taux, etc. Maintenant, on va aller faire tout ce qui est order flow. Ici, on pourrait éventuellement regarder, par exemple, qu'est-ce qu'on a pour nous bloquer, et c'est là que l'order flow devient vraiment intéressant, les carnets d'ordre, l'étude des carnets d'ordre. Qu'est-ce qu'on a pour nous bloquer jusqu'au 41, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a des choses qui peuvent venir ici nous arrêter? Et bien en fait, pas grand-chose. Vous voyez qu'on a ici, au sein même de ce range, alors si on dézoome complètement, on a plus d'ordre, bien sûr, à l'achat en dessous que de vente en dessous, en dessus. Mais ici, on voit qu'on aurait eu plus de mal à monter, là, à l'instant T, à venir prendre une poche qui se trouve, que j'ai identifiée, moi, qui se trouve aux 47 000. Donc ici, ce niveau des 47 000 de short est plutôt bien défendu. Là où, finalement, à la descente, on va avoir moins de mal à aller chercher les 41 42 000 dollars. Donc potentiellement, c'est ce que le prix a décidé de faire, c'est-à-dire qu'il a décidé de venir chercher en bas la narration liée dans, c'est-à-dire cette espèce de FUD aussi sur les marchés aidant le prix à descendre. Souvent, le prix prend le chemin de moindre résistance, même si ces mouvements sont orchestrés assez souvent et market makés. Très souvent, les carnets d'ordre font qu'on va dans un sens ou dans un autre, puisqu'on se rend compte que ça va être plus cher de vendre des BTC, par exemple, au spot pour faire baisser le prix. Ça va être plus cher d'aller en bas qu'en haut, donc on préfère en acheter, je dis pour aller en haut, par exemple. Voilà. Donc ici, Max Pain Price à 45, toujours sur un niveau d'option de 12 000 Bitcoin qui va se clôturer vendredi matin à 9 h. Donc vendredi matin à 9 h, la logique nous dit que potentiellement on serait quand même pas très loin des 45. Ici, quand on fait l'order flow, alors on voit relativement bien ce qui s'est passé. Donc la dernière vidéo que j'ai faite, c'était hier. J'ai dû la faire hier soir, voilà. Donc hier soir, on était en bas de ce dip là, je pense. Non, on était avant tout ça, on était plutôt ici. Pour moi, ici, il y avait un très gros niveau qui s'était ouvert en short, ici, voilà. Là, on a quelque chose qui s'ouvre, qui fait littéralement descendre le funding. Je pense que c'était celui-là. Là, je suis en 1 minute, donc on va peut-être zoomer un petit peu. Oui, ici, on avait un très gros niveau de short, et pour moi, il y en a un aussi ici. Donc, tac, 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 on va faire un copier-coller, et on va mettre le même call-out ici, avec une barre à prendre
comme cela. Donc, et on va la mettre de couleur bleue puisque ce sont des liquidations de short. Donc pour moi, ici, on a un assez gros niveau à prendre en short. Ici, principalement, on est venu nettoyer les longues, donc on a pris cette mèche-là. On est allé sous le plus bas que celui-ci, hein, que ce niveau-là. Et puis là, on est venu prendre également le plus bas en dessous de ce niveau-ci là. Donc ces deux niveaux-là ont été nettoyés. Ce qui s'est passé, c'est que sur la remontée ici, là, vous voyez, on a une augmentation du nombre de contrats. Alors, c'est pas énorme, mais on va noter que j'ai noté du coup ce niveau de short, là, ce niveau de long, pardon, à venir prendre ici. Et puis après, on pourrait nettoyer jusqu'à cette poche de liquidité qui se trouve. Pour moi, on a de la liquidité ici jusqu'au 39. Maintenant, je ne sais pas si le prix ira jusque-là, mais déjà 41 me semble un gros support. Donc pour moi, aller nettoyer sous les 41, ça commence là, ici, à devenir compliqué. Néanmoins, sur ce petit rebond, enfin cette zone de latéralisation là qu'on a sur le prix, j'espère que vous voyez bien de quoi je veux parler. Hop. Sur cette zone de latéralisation là, vous voyez que ça rentre fortement en long, ça se fait correct, ça se fait rect, ensuite ça rentre encore en long, ça se fait rect, et ainsi de suite. Donc on a divergence ici, l'OI qui augmente et le prix qui latéralise, ça veut dire qu'on accumule aussi du short. Mais à l'instant T, d'ailleurs vous voyez ici, ça c'est le que j'utilise beaucoup, le funding de FTX. Parce que je l'utilise beaucoup, parce que moi je trade beaucoup sur FTX aussi. Sur FTX, on est en short depuis une belle lurette, c'est-à-dire depuis quasiment 3 jours, je crois. Voilà, depuis le 5 avril, 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on est beaucoup plus en short qu'en long. Ici, par contre, c'est le funding de tous les exchanges en même temps. D'accord. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous engage aussi, bien entendu, à utiliser Coinalyze un petit peu en fonction aussi de l'exchange que vous utilisez, mais étant donné que les mouvements sont de market making, regardez quand même, gardez toujours un œil sur la totalité des marchés en même temps. Si vous tradez par exemple Bitcoin à l'instant T sur FTX, vous aurez peut-être des mèches que vous n'aurez pas sur les autres, puisque les exchanges viennent nettoyer en fonction de leur funding personnel. Mais parfois, ça coûte trop cher de le faire, donc du coup, voilà. Vous comprenez ici, donc du coup, potentiellement baisse jusqu'au 41, ou alors on rebondit au 43 800, ça serait tout à fait honorable. On a pour moi là relativement quand même bien nettoyé. On était ici à 8,45 et même il y a quelques jours, je crois qu'on était à 9 milliards. Et là, on est quand même descendu, on a quand même liquidé un petit milliard ici. Ça, on peut le voir sur les liquidations ici. Hier, depuis les dernières 24 heures, on a liquidé quasiment un demi-milliard, donc ça, c'est très très bien. Enfin, c'était très bien. Pas pour les gens sur lesquels qui se sont fait liquider, mais bon, voilà. Et ici, moi, je regarde souvent le retour de l'intérêt des institutionnels. Et là, vous voyez qu'on est sur une journée rouge, moins 5% sur le CME. Bah, pourquoi? Tout simplement à cause de cette narration autour des minutes de la Fed qui devrait sortir d'ici d'ici 1h30 maintenant. À partir de là, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur BTC. Oui, on a fait à peu près le tour sur BTC, on va dire ça. Donc du coup, on va aller faire, comme ça m'a été demandé par un abonné. Oui, j'avais eu une question aussi en commentaire et j'aime autant y répondre en vidéo parce que, en fait, en plus, ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc du coup, voilà. On m'a demandé c'est quoi le RSI stochastique. Le RSI stochastique, c'est celui-là. C'est un RSI qui réagit beaucoup plus vite que le RSI normal. Donc là, du coup, bah, je vais cligner comme ça. Vous aurez. Bon, on va faire comme ça. Ça va être plus simple. Tac. Hop. Tac. On va rapprocher. Voilà, ici vous avez le RSI normal et ici vous avez le RSI stochastique. Tout simplement, vous voyez très facilement la différence. Le stochastique réagit beaucoup plus vite et il va beaucoup plus vite en zone de survente et en zone de surachat. D'accord? Donc ça permet ici assez facilement de trouver, enfin assez facilement, ça permet parfois de trouver assez rapidement, surtout quand on est en 2 heures comme ça, des mouvements de bottom ou de top. Là, vous voyez qu'on est en survente. Hein. Vous comprenez qu'ici, sur le RSI normal, on est déjà en survente aussi. Mais sur le RSI, ici, on était en surachat. Et entre-temps, le stochastique a fait déjà 3 allers-retours. C'est-à-dire que, comme il réagit beaucoup plus vite et beaucoup plus fortement, il est beaucoup plus sensible que le RSI normal, vous allez beaucoup plus facilement trouver des bottoms et des tops de marché. Donc, l'idée, c'est un petit peu ça du stochastique, c'est d'avoir quelque chose qui réagit très vite pour choper des tout petits mouvements sans forcément vraiment aller chercher une tendance globale. Ici, je me mets en daily pour vous montrer aussi l'histoire. Là, ici, vous voyez que le RSI était en survente ici et il est passé jusqu'au surachat. Pour l'instant, on n'est pas encore on est dans la zone médiane, on va dire, au niveau du RSI ici en daily. Pourtant, le stochastique arrive quasiment ici dans sa zone de survente. Donc, on pourrait imaginer que assez rapidement, on aura trouvé le dip de ce mouvement.
Donc voilà pour aujourd'hui. Vous voyez qu'ici, les marchés s'excitent un petit peu. Et c'est ça qui nous intéresse, hein. Nous, c'est la volatilité qui nous intéresse. Donc, c'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut bien le comprendre que vous jouez ici des variations de prix. Donc, potentiellement, par exemple, si vous tablez sur ces deux scénarios de cette correction-là ou celle-ci, vous devriez avoir un DCA sur des alts, par exemple, ou des choses comme ça qui vous diront, j'aurai un premier prix d'achat ici et un deuxième là. Et si c'est pour un trade, ensuite, tablez un retournement, vous aurez un stop loss qui se trouvera à peu près par ici, c'est-à-dire annulation de tout le mouvement, et on fait ici un nouveau plus bas par rapport à tout ce qui avait été fait précédemment. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, le scénario de round bottom comme ceci n'a pas lieu, hein, tout simplement. Vous pouvez utiliser des tas de choses. L'être humain a besoin de structure, il a besoin de structurer son idée. Là, par exemple, pour moi, on a une première potentielle indication qui pourrait être vraiment possible de tracer, tout simplement en faisant un rayon entre ce point-là et ce point-là. Voilà, vous pourriez avoir, disons, un point d'invalidation à partir du moment où on casse cette tendance-là, par exemple. Vous pourriez avoir aussi, si vous prenez, enfin, comprenez que les indicateurs dont vous décidez, ce sont les vôtres. C'est vous qui dites, moi, pour moi, la trend globale, voilà, elle se fait plutôt. Ouais, là, je pense qu'on a une jolie pente. Voilà, c'était en fait celle qui est là, d'ailleurs. Voilà, pour moi, voilà, un point d'invalidation, par exemple, ça serait de casser le triangle ascendant, là, que tout ça soit une déviation, qu'on le réintègre et qu'on le casse ici à la baisse. Pour moi, ça serait un point, éventuellement, où je dirais, soit je lâche une petite partie de mon bac, soit en tout cas, j'active des stop loss sur une partie de mes trades. Donc voilà, 21 minutes, on va passer à Casper maintenant. Donc du coup, moi, Casper, j'en ai pas en portefeuille, donc on va aller voir une nouvelle charte. J'ai pas du tout préparé parce que c'est vraiment des questions abonnées, donc voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on va éventuellement étudier ensemble. Là, j'ai pas énormément d'historique. On va aller voir ici sur CoinMarketCap. J'avais déjà fait, je pense, une étude de Casper. On a ici à peu près la moitié des Casper déjà qui ont été sortis. Vous voyez ici 4,9 milliards et la total supply sera de 10 milliards. On a un peu moins de la moitié. Donc au niveau dilution, c'est génial, mais c'est pas génial, mais c'est pas non plus affolant. Ensuite ici, on voit que Casper est sorti depuis le départ. Il a eu, on va dire, un listing très haut, et puis ensuite, finalement, c'est quelque chose qui a beaucoup latéralisé. Bon, même si, quand je parle de latéralisation, c'est quand même des assez gros mouvements, hein, puisque parfois, là, vous êtes sur des x2, ne serait-ce que sur une petite bosse. Il a eu une hype ici en 2021, donc début de l'année dernière. C'est ça, 2021. En janvier 2021, grosse hype, et puis grosse hype aussi l'été 2020. Bon, voilà, pour l'instant, on peut voir la charte un petit peu comme ça. Je vais quand même essayer en TradingView de trouver quelque chose d'un petit peu mieux que CoinEx. On va essayer Wobi. Est-ce qu'on a plus d'historique sur Wobi? Là, on était en juin de quelle année? 2021. Là, on a juin 2021. On va essayer CoinEx, c'est celui que j'ai déjà fait. Et là, on est en juin 2021 aussi. On va essayer Ascendex. Et là, on est en juin 2021 aussi. Donc, du coup, mai 2021. Voilà, là, on a déjà un petit peu plus d'historique. Donc, ce truc a été listé assez cher et puis ensuite, ça a dégringolé. Vous voyez que le prix ici d'ailleurs, il y a un retour des volumes très important, hein. Il y a des volumes d'achat. Donc là, il y a une grosse accumulation. Et puis ensuite, ici, on part déjà sur un premier début de parabole. Ensuite, on relatéralise, on atteint, vous voyez, la zone de rechargement ici, probablement. Et puis ensuite, ça repart, etc. Comment on étudie, en fait, pour moi, un petit peu un asset comme ça? Déjà, tout simplement, on vérifie que sur toute la descente vraiment au plus bas, on regarde à peu près où on en est. On sait que ce truc a été le plus accumulé pour moi une fois ici et une fois là. Donc, on a assez peu de chances de passer sous ce niveau des 0,05 à l'instant T. 0,05, ça fait quand même ici quelque chose qui est relativement violent, mais on sait qu'ici, on a quand même du volume profile. Ici, je trouve que le volume profile est relativement joli, on n'a pas une très grosse bosse et puis rien du tout, donc pour moi, c'est relativement intéressant. Si on devait tracer une trendline de ce truc-là, on ferait probablement, moi je pense, quelque chose comme ça. On avait une première trend là ici qui était très à la baisse, et on aurait une deuxième trend ici pour moi, qui serait à peu près
comme ça. Voilà, si on devait la prendre même pour moi, ce serait exactement celle-là. Elle a été cassée, donc on est vraiment ici de l'autre côté. Voilà, si on avait vraiment deux trends à marquer pour moi, ça serait celle-ci. Si on devait regarder ici au niveau des prises de profit, bah, comment se baser éventuellement sur Casper, et ben pour moi, on prendrait un Fibo de prolongation de la tendance. Et principalement, moi, j'analyserai ce pic-là puisqu'on est suite à un listing. Donc voilà, nouvelle ATH ici. Donc on aurait potentiellement ici des niveaux de prise de profit. Ici, 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 ici et là. Donc je vous laisse faire pause pour ceux que ça intéresse. Si jamais, voilà, ce sont des choses qui peuvent être, qui peuvent vous intéresser. Pour moi, voilà, on aurait potentiellement même encore un autre niveau à prendre ici au 0,618. 0,618, 100%, 1,618. Donc voilà, selon le Fibonacci que vous avez mis. Maintenant, donc au niveau localisation, pour moi, c'est pas mal. Au niveau structure, pour l'instant, on a juste ce W là qui s'est créé et qui est même relativement joli, relativement intéressant. Vous voyez qu'ici, on a un premier W qui s'est créé là. Invalidation de ce W si on passe sous les 0,600. Là, ça ne serait pas très bon de voir Casper passer là-dessous, même si pas rédhibitoire. Ça pourrait même être potentiellement un point de rachat, pourquoi pas. Hop, ici. Et puis, on l'a dit ici, grosse résistance qui vraisemblablement ne cassera probablement jamais ici sous les 0,50. À partir de là, donc sur Casper, qu'est-ce que j'analyserai moi? Eh ben, j'analyserai Casper comme j'ai pas de structure encore, mais par contre, j'ai une localisation qui est sympa. Et ici, on va regarder un petit peu les autres indicateurs. Alors, le RSI en daily qui était en surachat et qui là est en train de corriger, donc pas forcément un très bon point d'achat. On pourrait attendre ici de revenir éventuellement en survente, ce qui sera probablement si jamais on retouche ici ce niveau-là. Ensuite, ici, au niveau du momentum, on avait une jolie hausse sur le momentum, donc ça c'est plutôt très bien. Vous voyez qu'ici, les mouvements de vente con- les mouvements de vente consécutifs, les mouvements de vente consécutifs sont de moins en moins forts. Ici, on a un mouvement très fort, ici beaucoup moins, et ici encore moins. Et les mouvements d'achat sont de plus en plus forts. Vous comprenez qu'ici, là, hop, hop, les mouvements d'achat sont de plus en plus forts. Donc le momentum, si vous êtes sur Casper, est avec vous. On va peut-être ici enlever le stochastique, même si ça m'intéresse du coup pour avoir répondu à la question de Jean-Luc qui nous l'avait posée. On voit bien ici que le stochastique va plus rapidement passer en surachat que ce qu'on peut avoir ici. Donc, si tu veux, Jean-Luc, comment dire, un signal plus rapide, eh ben, tu peux utiliser le stochastique dans ces cas-là. Ici, Williams, qui était en état d'enfoncement, qui va pas tarder à repasser en état de stupidité. C'est un petit peu la même chose qu'on regarde. Donc ça, Williams, moi, je le regarde de temps en temps. Et puis, sur le Market Cipher, le VMC, on voit ici qu'il y a eu une vague de sortie d'argent de ce projet, une deuxième vague de sortie d'argent, et là, on est peut-être en train d'entamer une troisième. Et ces vagues-là, par contre, sont de plus en plus fortes. Donc, vous savez que ce n'est pas l'inflow qui fait le prix, mais sur Cypher, par contre, on avait un bon point d'achat ici, là, sur cette divergence-là, qui malheureusement n'a pas été confirmé en surbrillance. Donc, du coup, point d'achat ici. Mais bon, vous voyez, c'était plutôt un bon call, puisque entre-temps, Casper a fait un x2. À partir de là, si jamais on continue en tendance haussière, sincèrement, je pense que le point d'achat ici est pas dégueulasse pour si jamais il s'agit d'acheter du Casper. Si la question, parce qu'on m'a demandé une analyse sur le Casper, mais on m'a pas dit si c'est parce que j'en ai ou parce que je veux en acheter. Ici, on pourrait très bien être dans les objectifs d'une 2 en Elliott, c'est-à-dire ici entre les 50 et les 61,8, objectif d'une 2 en Elliott, et puis ensuite on va attaquer une 3, ça c'est bien possible. Qu'est-ce qu'on avait corrigé ici par là? On avait corrigé exactement la même chose. On avait corrigé au 61,8. Donc là, une correction au 61,8, peut-être potentiellement passer un point d'achat ici. Voilà, ça pourrait peut-être être pas mal si vous êtes convaincu que Casper est dans des bonnes dispositions pour. Je ne sais pas si on va faire le fondamental de Casper parce que ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était plutôt de répondre rapidement à la question d'un abonné, mais on va vite fait aller voir, allez, parce qu'on est vraiment sympa. 29 minutes, donc du coup, profile. Je pense qu'on n'a pas grand-chose sur Casper ici.
Non, alors on va faire. Ouais, bah là, du coup, ça va être vraiment long. J'avais déjà fait une vidéo, en tout cas, sur le Casper. Je crois me rappeler que. Je me rappelle plus des fondamentaux exactement. Oui, c'est ça, c'est un Ethereum killer qui globalement, je me rappelle maintenant, prend en fait toutes les bonnes choses qui manquent, on va dire, à Ethereum, mais en allant encore plus loin que d'autres blockchains comme Solana ou etc. Donc effectivement, on parle ici d'Ethereum 3.0 et effectivement, c'est très basé sur la DeFi pour les entreprises et pour les traders, etc. Je me rappelle maintenant. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Ici, n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'avais fait où j'avais dû certainement beaucoup plus rentrer dans le détail que cela. Mais en fondamental, disons que ça tient la route. C'est principalement un Ethereum killer. Ensuite, on pourrait éventuellement regarder ici sur le prix. Quelque chose qui peut être intéressant de voir, c'est de regarder le on-balance volume, l'OBV. Volume on balance et où du coup, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que l'argent est fortement rentré sur le projet pendant la hausse. Là, ici, bon, là, je suis sur OKEx, hein, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur OBV à regarder. Là, on voit que principalement l'OBV suit énormément le prix. On pourrait aller voir éventuellement et en plus là, je suis sur les contrats pertes, mais c'est pas grave, c'était pour avoir de l'historique. Sur Wobi, voilà, on était beaucoup en accumulation ici. Là, ça a énormément accumulé. Beaucoup de gens sont sortis du projet sur cette hausse et depuis, le prix diminue, mais on a un OBV qui est divergent avec le prix, c'est-à-dire que l'OBV diminue beaucoup moins. Ici, on pourrait aller voir l'OBV sur Coinex, par exemple. Coinex, on a un OBV relativement croissant. Donc, vous voyez que ici, ça dépend un peu des exchanges, mais bon, voilà. Là, on a ici, par exemple, on avait un point d'achat qui était confirmé sur Coinex alors qu'on ne l'avait pas sur Wobi. Donc voilà, vous voyez un petit peu l'idée ici. OBV plutôt joli. Structure, c'est localisation, c'est oui. Structure, c'est peut-être. Et au niveau momentum, c'est un grand oui. Donc du coup, pour moi, oui, effectivement, on pourrait éventuellement avoir un Casper haussier, mais c'est principalement ce qu'on voit aussi sur beaucoup d'alts. En tout cas, le MACD est très encourageant ici pour se dire que potentiellement, on est reparti à la hausse ici. Ici, Casper corrige et c'est normal, c'est parce que Bitcoin corrige. Ensuite, on m'avait demandé la paire VET-ETH. Hop. On va regarder sur Binance, oui. Alors, VET-ETH, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, VET-ETH, bon, on voit clairement ici, pour moi, un espèce de triangle. Hop. Je ne sais pas si vous le voyez aussi, mais voilà, quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, et avec ici, par contre, hop, une résistance horizontale. Voilà, comme ça. Bon, je vous le fais à la one again. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un biseau ascendant. C'est en général pas très bullish comme figure. Maintenant, je pense qu'on est quasi à zéro ici. Ouais, c'est ça, voilà. En fait, VET perd beaucoup de sa valeur, etc. C'est des figures quand même qui sont relativement faciles à trader parce que si ça continue comme ça, vous avez pas besoin d'attendre pendant 50 000 ans des confirmations ou quoi que ce soit. Vous avez ici cette magnifique résistance qui vous dit bah, j'achète là et puis je vends là. Donc ça, c'est plutôt joli parce qu'elle est vraiment touchée quand même un paquet de fois. Donc je trouve qu'elle est plutôt jolie. Ici, on était sur un RSI qui était vraiment très haut, malgré le fait, vous comprenez ici, que le prix avait fortement diminué. Donc ça, c'est relativement bizarre. Est-ce qu'on a des divergences ici entre RSI et prix? Alors, on va grossir un petit peu le prix. Oui, je pense qu'on avait une divergence haussière ici, là. Ben, c'est ce qui s'est passé, hein. Bam, ça a éclaté tout de suite. Vous voyez ici, l'attaque, ça monte, et ici, le prix descend, si je ne me trompe pas. Peut-être zoomer encore un peu plus, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Ah bah non, on monte là, ici aussi, donc non, pas de divergence haussière qui s'était marquée ici. Ici, par contre, on a une toute petite baissière en daily. Vous voyez que là, par contre, le prix monte ici et il diminue sur le RSI. Globalement, sur le MACD, on a un très fort mouvement d'achat ici. On avait un momentum qui était un petit peu à la contraction.
Hop, là, vous voyez que ici, on est un petit peu dans un triangle. Et là aussi, bah, là, on a eu notre mouvement. Il est relativement haussier. Là, on est en train de cross bearish. Donc, la ligne de signal est en train de croiser. Bon, ça ne veut pas forcément dire que le signal est donné réellement à la vente. On a sur le market cipher, vous voyez que l'argent sortait une première fois, deuxième vague de sortie d'argent. Là, on est en train d'entamer une troisième vague qui peut-être est en train de se terminer. Le tout nous donnant un petit peu une tendance, si je vous la dessine, comme ceci, de sortie d'argent. Donc ça veut dire que ETH perd de la force, VET pardon, perd de la force par rapport à Ethereum. Par contre, vous voyez qu'on accumule les divergences haussières là, bam, 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 on n'arrête pas d'en faire. Il y en a deux partout, donc ça c'est très très bullish. Ça veut dire que potentiellement ici, on serait vraiment sur quelque chose de bien intéressant. Alors après, il faut comprendre ici que vous ne pouvez pas trader qu'avec le cipher, puisque, comment dire, cipher vous donnez ici divergence sur divergence sur divergence et point d'achat sur point d'achat, alors qu'en fait, bah, ici, vous étiez, voilà, c'était plutôt pour du trade court. Les signaux que donne Cypher sont plutôt pour des trades courts que pour des signaux d'investissement, bien entendu. Au niveau de l'OBV, par contre, bah, c'est pas très joli, mais bon, c'est normal. Je pense que c'est plutôt une paire qui se trade qu'une paire VET ETH voilà, qui part vraiment sur quelque chose de violent au niveau investissement. Voilà, en tout cas, ça paraît plutôt bullish. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour voir que on est en bas de cette charte. Si vous achetez ici à cet instant-là, vous achetez forcément un support. À chaque fois qu'on fait un mouvement, il est de plus en plus haut. Donc pour l'instant, si vous êtes un trader de continuation, bien entendu, il y a un petit retour des volumes ici. Donc, bien entendu, si vous êtes un trader de continuation, bah, c'est plutôt des choses qui se tradent assez facilement. En tout cas, vous ne prenez pas un énorme risque à acheter ici ce support-là. Acheter ce support-là, bah, on va voir ici. Ouais, voilà, là, on a fait une hausse de 45%, peut-être un peu plus si on tire un peu, oui, voilà, bon, on va dire une cinquantaine de pourcents. Voilà, si jamais vous voulez échanger une partie de vos ETH contre du VET ici à l'instant T, c'est peut-être pas une connerie. Enfin, c'est en tout cas voilà, quelque chose qui a du sens. Ici, par contre, attention ici sur le long terme. Est-ce que là, oui, là, on augmente, ça va. Et est-ce que là, on augmente? Là, on a une divergence baissière ici. Bon, bah, de toute façon, elle a joué, hein, puisqu'on est revenu chercher le support ici. Le volume est plutôt joli, hein, puisque de toute façon, même une paire un peu exotique comme ça, VET contre TH, ça se traite de la même manière que toutes les paires, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Après, voilà, donc pour moi, structure, oui, parce que on est en dessous de la zone de rechargement, je le vois tout de suite à l'œil nu. Ici, pareil, comment dire, structure, si on prend la trendline comme outil, là, elle est mal posée, mais c'est parce que TradingView fait des siennes. Si on prend la trendline ici, même en la prenant grossièrement, en se disant que la trendline c'était, allez, vas-y, voilà, tu vas y voilà. La trendline c'était ça, ben, on est largement passé de l'autre côté. Est-ce qu'on a une structure de l'autre côté de cette trendline? Ben, vous voyez bien le W ici qui s'est formé. Il a été relativement confirmé. Ici, est-ce que vous achetez un support ou pas? Ouais, moi j'achèterais peut-être plus ce type de support-là, là, ici, de vraiment bien prendre un endroit où il y a eu quand même pas mal de business et où ça a bien tenu auparavant, par le passé. On est quand même pas très loin, hein. On est à quelques. Ouais, peut-être prendre, voilà, peut-être acheter plutôt à un point comme ça. Après, ça dépendra. Là, vous voyez que le RSI est au milieu, donc on pourrait très bien aller en survente. Donc, il y aura peut-être un meilleur point d'achat plus tard. Voilà, en tout cas, paire relativement bullish aussi. VET contre ETH. Donc, ça veut dire que VET, théoriquement, dans le futur, devrait surperformer ETH en termes de retour sur investissement. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère avoir répondu du coup aux questions des abonnés. Je pense que maintenant, on va essayer. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, mon planning, c'est un petit peu foireux parce que je suis en train de rénover une baraque, d'emménager dans une nouvelle maison. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'on fera plutôt ce type de format mercredi ou jeudi avec peut-être un live directement. Comme ça, vous pourrez vous poser, vos questions directement. Et peut-être un live sur YouTube. C'est quelque chose que je rumine depuis quelques temps. Donc voilà, ça travaille un petit peu dans ma tête, mais il va falloir que je le fasse. Par contre, j'aimerais bien vous proposer un rendez-vous fixe et malheureusement, ma vie en ce moment, c'est un petit peu voilà, chaotique au niveau, on va dire, organisation vraiment périodique, voilà. Donc du coup, voilà, mais je pense qu'on va bientôt lancer les lives à raison de au moins un live ou deux lives par semaine avec un chat où vous pourrez directement poser vos questions puisque ça m'embête de répondre en différé à des questions qui ont été posées, voilà, il y a de ça
pour certains, il y a 2-3 jours, etc. Donc, du coup, je ne sais même pas si je réponds à quelqu'un, puisque peut-être que la personne ratera ici cette vidéo. C'est tout. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère avoir été complet sur l'analyse. Regardez bien ce qui se passe ici dans 1 heure et demie, parce que les minutes de la Fed vont sortir. Donc, du coup, vous pourrez potentiellement avoir un retournement soit dans un sens, soit dans l'autre. Ici, vous voyez qu'on est au maximum enfin, au maximum, non, je ne veux pas dire ça, mais ce que moi, je considère comme quand même être déjà un point de retracement suffisant, de nettoyage suffisant. Mais néanmoins, on pourrait très bien ici recasser et aller plus bas. Donc forcément, fractionnez vos investissements en plusieurs parties. Si jamais vous n'êtes pas rentré, si jamais vous avez raté le coche, si jamais vous avez décidé ici que vous deviez acheter des crypto-monnaies et que vous n'êtes pas encore dedans et que vous êtes tombé sur ce channel, je vous conseille de DCA, c'est-à-dire un premier achat sur cette ligne et un deuxième achat éventuellement sur cette ligne. Quand je vous parle de cette ligne sur Bitcoin, bien entendu qu'il va falloir calculer le 1.618 et le 1.100. C'est pour ça que je vous en donne la méthode sur les autres alts. Si les autres alts présentent des structures totalement similaires, vous comprenez ici que les niveaux seront également similaires en termes d'achat ou de vente. Voilà, je vous souhaite bon trading à tous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en commentaire. Je fais ça en général, ce sont les commentaires à la con. Et là, je vais avoir du mal à en trouver un, je sens, parce que j'en ai écumé plus d'une centaine. Mettez-moi en commentaire la marque de vos lunettes de soleil actuellement. Donc voilà, est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous avez comme lunettes de soleil? Donc voilà, c'était pour les commentaires à la con. Ça me prouve qu'il y a au moins une personne qui a regardé ces vidéos qui sont très longues jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour tout. J'espère avoir répondu aux abonnés qui ont posé des questions. Rejoignez-nous sur le Discord. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Petit like, petit commentaire à la fin. Merci beaucoup. Salut.